Bonjour à tous et bonjour à toutes. On va pouvoir démarrer ce webinaire à une heure pétante et donc c'est parfait en termes d'organisation. Bienvenue. Le webinaire de ce jour est consacré à femmes et sport et surtout qui va s'intéresser aux différents enseignements des projets Erasmus+ qui ont été menés. Pour ce faire, c'est donc dans le cadre des Erasmus Day que ce webinaire a été lancé sous l'initiative de Carole Ponchon, qui sera ici, mais de la FFSE plus largement, et avec le support évidemment d'Erasmus+ France. Je vous présente très rapidement les différents intervenants pour tout de suite passer dans le vif du sujet. Nous avons Éric Florent de la Fondation Alice Mia, Barbara Silva de la FIA, Muriel Faure du ministère des Sports, Aurélie Bezeau qui est le point national contact Erasmus+ France, Naïs et Paola de Erasmus+ Europe, donc à Bruxelles, qui pourront nous partager avec nous les différents éléments. Je vous remercie tous et toutes d'être là en tant que participants ou en tant que public. On va tout de suite peut-être rentrer dans le vif du sujet pour un peu expliquer un peu en quoi les différentes personnes qui sont présentes quel a été l'objectif des différents projets. Et sans plus tarder, je vais peut-être laisser la parole à Barbara Silva de la FIA pour nous parler de l'initiative Girls on Track qui a été menée. Donc l'idée, Barbara, pour vous, ça va être un peu de présenter en 2 minutes quel a été l'objectif de ce projet et en quoi est-ce que ça permet au final de venir apporter une plus-value à cette thématique de femmes et sport. Bien sûr, merci beaucoup Carole. De notre côté, Girls on Track a commencé il y a 2 ans parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, on n'a vraiment pas beaucoup de femmes dans le sport automobile. On parle de moins de 5% en Europe et de 1,5% dans le monde. Donc l'idée, c'était vraiment de promouvoir le sport automobile auprès des jeunes femmes entre 13 et 18 ans, de leur faire découvrir ce monde-là dans un espace finalement sécure sans les garçons et de voir si elles s'y découvraient une nouvelle passion pour pouvoir continuer par la suite. Donc on a organisé avec nos 8 ASN partenaires plus de 18 événements à travers l'Europe, du karting slalom sur des cours d'école, sur des parkings, voilà, très très simple. Et on a travaillé avec les écoles, avec les ministères d'éducation pour inviter toutes ces jeunes femmes à venir essayer du karting. On a eu plus de 1000 participantes. Et ensuite, chaque partenaire a dû sélectionner les 3 participantes qui seraient invitées à une finale européenne qui a eu lieu au Mans en mars 2019. Donc on s'est retrouvés au Mans avec ces 27 jeunes femmes qui ont ensuite voilà, suivi toute une semaine d'entraînement, non seulement sur piste, mais aussi physique et mental. 6 en sont ressortis et ces 6-là ont continué avec 2 camps d'entraînement de pilotage pour continuer à s'améliorer et continuer à rester dans le sport automobile. J'ajouterais à cela que, en plus de cet événement, on a aussi conduit une étude sociologique avec CDES Projet Sport de Limoges, de l'Université de Limoges, dont Cyril est présent, pour justement comprendre un peu plus ce qui expliquait le peu de pourcentage de femmes dans le sport automobile, comprendre les barrières, comprendre ce qu'on pouvait changer pour augmenter ces nombres-là. Donc plus de 1000 répondants à ce questionnaire. Une analyse a été faite et le rapport est d'ailleurs disponible sur notre site internet si ça peut intéresser quelqu'un. Merci beaucoup pour cette présentation succincte mais efficace de votre projet Girls on Track. On va peut-être passer à Éric Florent de la Fondation Alice Mia. Bonjour Éric et bienvenue. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous présenter ou nous donner un peu les différents éléments de votre projet et en quoi est-ce que ça permet d'être une nouvelle expression de cette thématique femmes et sport et en quoi est-ce que ça consiste? Merci Carole. Donc, la Fondation œuvre pour tout ce qui est médiatisation et développement du sport féminin en France et en Europe.
Et dans ce cadre-là, on a effectivement eu un appel à projet qu'on a gagné à Erasmus sur un tournoi de rugby à 7 féminin. Pourquoi le rugby? Parce que c'est un sport qui est sous-féminisé, qui est autour de 5-6% à l'heure actuelle en France, qui était à 1 ou 2% il y a 10 ans. Et c'est également un sport olympique. Donc, qui dit sport olympique, c'est-à-dire que tous les pays sont amenés à toucher le rugby à 7, et féminin encore plus. On a fait un petit audit. Il n'existe pas de tournoi à 7 féminin uniquement dédié au féminin. Il n'y a que des tournois qui sont féminins, qui sont rattachés à des gros tournois masculins. Et le plus de notre festival, qui n'est pas un tournoi d'ailleurs, c'est un festival, puisqu'on a un tournoi U14 scolaire avec l'UNSS comme partenaire, un tournoi universitaire avec la fédération sportive FNSU, et un tournoi fédéral de plus de 18 ans. Et autour de ce tournoi, on a tout un tas d'activités autour de ce que le leadership au féminin, ce que c'est qui est Alice Mia, avec des conférences, des débats, des expositions. Donc c'est plutôt un festival qu'un tournoi. Et pour toutes ces bonnes raisons, à la fois féminisation du rugby, féminisation du sport, leadership au féminin, je pense qu'on a appuyé où il fallait et on répond parfaitement à l'Erasmus. Avec, si je me souviens aussi, des expositions et un moment d'échange avec voilà, il y a des expositions, moments d'échange, un petit programme de vidéos, de documentaires, et on forme les jeunes à l'arbitrage en anglais. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc, le projet qui devait avoir lieu au mois de juin 2020 a été calé juin 2021, comme tous les projets, mais on est là. On a hâte en tout cas de le découvrir. Merci Eric. Carole Ponchon, vous êtes la représentante du projet Swing, qui et d'ailleurs ce séminaire, ce webinaire s'inscrit dans cette logique-là. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre projet, en quoi il consiste, et surtout en quoi est-ce qu'il s'inscrit parfaitement dans une des facettes des projets Erasmus+. Merci Carole, très heureuse d'être là. Alors le projet Swing, c'est né d'un constat qui est assez évident pour tout le monde, le manque de diversité dans les instances dirigeantes. Et à ce constat-là, on a combiné les expériences complémentaires de Carole Bretteville et de moi-même qui avons écrit le projet. Et notre ambition et celle du partenariat qui nous accompagne, on est 10 partenaires autour de la table pour Swing, c'est de développer un concept pour s'attaquer à cette problématique du manque de diversité. Et en particulier pour accompagner plus de femmes vers les postes dirigeants élus. Donc, ça, c'est notre ambition. La façon dont ça se passe et nos angles d'approche, c'est vraiment de travailler autour du concept ou de l'idée d'empowerment. Et je m'excuse pour tout le monde, j'utilise un mot anglais qui, en l'occurrence, sur cette thématique-là de la gouvernance, n'a pas vraiment de pendant en français. Souvent, on va utiliser l'autonomisation ou l'émancipation. Mais quand il s'agit de leadership et de gouvernance, il y a la question de pouvoir qu'on retrouve dans empowerment et qu'on ne retrouve pas dans les versions françaises. C'est pour ça que j'utilise ce mot-là. Et on travaille donc avec tous nos partenaires universitaires, clubs locaux, fédérations nationales, européennes, et puis un partenaire américain qui nous apporte justement sa connaissance de l'empowerment et des programmes de mentoring. On travaille à faire des passerelles entre le monde de l'entreprise et le monde du sport pour avancer plus vite. Et concrètement, comment ça se passe? On a fait des diagnostics du leadership au féminin dans ces deux mondes-là, des initiatives qui existent, et à partir de là, on a développé un concept. Non seulement on développe ce concept, mais on pilote, on teste une partie de ce concept. On n'a pas l'ambition sur 3 ans de pouvoir tout tester, ça serait trop ambitieux, c'est déjà un projet ambitieux. Et on accompagne 20 mentorés qui sont du coup accompagnés par 20 mentors qui viennent du monde du business et par l'ensemble du partenariat. On leur donne des outils, mais on fait aussi un travail de sensibilisation. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est l'objectif de pouvoir lancer des débats. Et puis, on rentre dans la dernière phase du projet, parce que c'était un projet de 3 ans, 2019, janvier 2019, décembre 2021. Donc là, on rentre dans la seconde phase, voire dernière phase, où on va aller vers les recommandations. Et dans les recommandations, il y aura aussi cette idée on a piloté une partie
du concept qui est cet accompagnement des femmes, mais comment on fait pour s'attaquer à la partie systémique. Et je pense qu'on en reviendra dessus pendant le débat, mais voilà, l'idée des recommandations, c'est se dire comment on va faire pour avancer et pour proposer vraiment une mise en pratique de ce concept. Parfait, merci beaucoup Carole, et j'ai déjà beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit, je pense que comme l'ensemble des personnes qui assistent à ce webinaire. Peut-être pour revenir et pour rebondir sur ce qui a été dit dans les précédentes présentations, avant de passer sur les focus des institutions, ministère des Sports, Point national de contact et Commission européenne, peut-être revenir avec Barbara sur, vous avez présenté votre projet qui s'est donc achevé. Et vous m'aviez dit dans l'entretien qu'on avait eu en préparation que vous aviez aussi eu des évolutions, de nouvelles choses qui s'étaient passées depuis la fin de ce projet. Est-ce que vous pourriez juste nous présenter en 2 mots en quoi cela consiste? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je suis actuellement au circuit de Paul Ricard pour une nouvelle version de Girls on Track. Donc, la fin du projet soutenu par Erasmus+ n'était pas du tout la fin du projet. Au contraire, ça nous a permis vraiment de créer une base, de créer une marque, de créer un certain retentissement européen, voire international, et ce qui nous a permis de trouver d'autres partenaires et de continuer à évoluer. Donc, le projet a évolué de 2 manières. La première manière, c'était de continuer le karting slalom, mais d'ajouter différents workshops qui promeuvent finalement les différentes carrières que les femmes peuvent avoir dans le sport automobile. Donc notamment tout ce qui touche au STEM, au journalisme, aux métiers techniques. Et donc on a créé un partenariat avec un de nos championnats, la Formule 2. Sur chaque événement, on crée une espèce de village Girls on Track. On travaille avec les écoles locales, donc ici à l'échelle mondiale, qui viennent et qui découvrent ce monde-là le temps d'une journée. Donc ça, c'est la première évolution. Et la deuxième évolution qui explique pourquoi je suis ici, c'est que l'Académie de Ferrari nous a aussi contactés et nous a demandé de faire un programme de détection de jeunes talents, toujours sous l'ombrelle Girls on Track, qui est la promotion des femmes dans le sport automobile. Et donc, nous sommes ici à Paul Ricard. On a reçu plus de 70 CV à travers le monde. On en a sélectionné 20. Et là, on fait une sélection pour qu'une d'entre elles joigne l'Académie Ferrari, qui commencera avec une saison en Formule 4 et on l'espère en Formule 3, Formule 2, Formule 1. Donc, ça fait très, très, très longtemps qu'on n'a pas vu de femmes en Formule 1. Mais il y a cette volonté, les choses bougent, les choses changent, et Girls on Track est devenu finalement emblématique de ce changement-là. Donc on est très contents. C'est effectivement extrêmement encourageant et très satisfaisant. Reste à savoir, on a hâte aussi de savoir un peu comment est-ce que les choses vont se décompter. On souhaite évidemment le meilleur pour cette pilote. Eric, vous parliez vous avez parlé de tournois, de festivals. L'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès à la pratique, mais plus largement à la participation autour de ces événements sportifs. Pouvez-vous nous rappeler à qui est adressé ce tournoi de rugby et qui peut participer plus largement à ce festival? Oui, alors donc je dis, il y a trois tournois. Le tournoi scolaire qui est donc en partenariat avec l'UNSS. Comme tout, je vais devoir préciser que comme tout dossier Erasmus, il faut au moins qu'il y ait des participants de 10 pays européens qui soient là. Donc sur chacun des tournois, on a maximum 24 équipes qui peuvent s'inscrire et on réserve 12 places à des équipes européennes et 12 places à des équipes françaises. Pour le scolaire, ça va être un petit peu moins, ça va être 13 places pour le scolaire, puisqu'il y a 13 régions en France et qu'en accord avec l'UNSS, ce seront les 3e des championnats régionaux qui viendront participer à notre tournoi, puisque les 2 premiers de chaque région font championnat de France. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de médaille en chocolat pour le 3e, mais qu'il y ait une belle carotte. Par contre, pour ce qui est du tournoi universitaire et du tournoi fédéral, dans le tournoi universitaire, il faut être soit une école, soit inscrit à la Fédération nationale de sport universitaire ou la Fédération internationale et l'ESA européenne de sport universitaire. Donc, c'est 12 équipes françaises, qui sont 12 places pour les équipes françaises et 12 places pour les équipes européennes. Et pareil pour les fédéraux, donc avec un grand engouement sur le rugby à 7, en tout cas sur l'Île-de-France. On refuse du monde parce qu'on voudrait réserver de la place à la fois
à des provinciales et 12 pour les étrangères hors Brexit, bien évidemment. Et donc, on avait déjà, au mois de mars, donc 4 mois avant l'événement dernier, une dizaine d'équipes inscrites. Donc, on est en train de relancer le Save the Date, là, qui va sortir, je pense, avant la fin du mois. Donc, voilà, c'est ouvert donc pour le fédéral, tous les clubs licenciés à affiliés à la Fédération française de rugby, et toutes les équipes à 7, puisqu'il existe un format pour le 7, où il y a des équipes qui se créent, dont les filles appartiennent à différents clubs. Et quoi qu'il arrive, il faut être dans tous les cas, scolaires, universitaires ou fédéral, il faut être licencié à la fédération. Sinon, il y a des problèmes d'assurance qui sont monstrueux. Il n'y a pas de règles. On ne sort pas des règles, pardon. Voilà. Ça marche. La question. Merci beaucoup Eric pour ces compléments. Carole, je reviens vers vous concernant le projet Swing. Vous avez rajouter un truc, Carole. Allez-y. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on défend une cause sur toute la semaine du festival. Donc on défend pour la cause, c'est pour l'endométriose. Donc il va y avoir également aussi des conférences sur l'endométriose, qui est un frein aussi au sport, à la pratique sportive auprès des jeunes notamment. Voilà, en complément. Merci. Élément effectivement essentiel à rappeler. Carole Ponchon, vous nous avez parlé de votre projet qui a déjà un petit peu qui a bien avancé dans le temps et qui a permis de mettre en place un certain nombre d'éléments. Vous avez surtout parlé de recommandations qu'il va falloir définir à partir de mi-décembre 2021. Comment est-ce que vous travaillez dans ce sens-là? Comment est-ce que, alors je ne vais pas vous demander les recommandations qui s'affinent déjà puisqu'il y a encore du travail à mener, mais comment est-ce que vous mettez en place et comment est-ce que aussi le fait d'être en projet à plusieurs entités avec plusieurs visions différentes peut vous permettre d'avoir une vraie action en termes de réforme de la gouvernance ou justement affirmer le leadership? Alors, clairement, il y a plusieurs choses. Vraiment, l'idée derrière le partenariat, c'était si on veut toucher à la question du leadership et de la gouvernance, il faut qu'on aille à tous les échelons. En tout cas, c'est vrai sur le modèle européen, puisque on a le fameux modèle pyramidal, etc. Je ne vais pas le présenter à tout le monde, mais c'était l'objectif du partenariat d'admettre dans l'ensemble du partenariat différents échelons pour être déjà au sein de l'équipe de travail en mesure de réfléchir à tout ça. Et surtout, ensuite, d'activer sur la dernière année de projet où on va avoir normalement plusieurs événements. Et là, je mets un normalement entre guillemets, puisqu'on est tous dans le même bateau là-dessus. Donc, qui seront soit physiques, soit en ligne. Mais des moments de concertation où on va présenter le concept qui a été développé, les différents intellectual output, donc les différentes productions intellectuelles qui ont déjà été développées. Et la partie recommandation et héritage, ce sera le dernier intellectual output. Donc, on n'attend pas décembre de l'année prochaine pour le faire. On commence à travailler entre partenaires à partir de maintenant. Et dès l'année prochaine, au second semestre, on a des moments d'échange où on va aller chercher tester les recommandations qu'on peut avoir en tête et surtout aller faire en sorte d'avancer tous ensemble et pas juste notre partenariat. C'est, je crois, aussi l'idée des Erasmus Days et c'est l'ambition des projets européens aussi. C'est ce pourquoi on y trouve un intérêt, il me semble. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question, mais il y a plusieurs étapes. Je n'ai pas encore de date à donner parce qu'on est un peu tous dans le flou, mais il y en aura dans les différents pays. Il y en aura au niveau local, au niveau européen. Et bien sûr que tout le monde sera invité à commenter, à partager, à contribuer pour ceux et celles qui ont des idées là-dessus. Et c'est aussi l'objectif de l'Erasmus Day, c'est aussi contribuer au partage de bonnes pratiques, l'échange informel et formel sur ces thématiques-là. Merci en tout cas, Carole, pour ce point complet qui donne encore plus envie de suivre ce que vous faites dans le cadre du Swing, du projet Swing. Je vais peut-être me pencher maintenant vers Muriel Faure, qui travaille donc au ministère des Sports. Il nous a semblé intéressant et important aussi d'avoir une espèce de point focal sur comment se positionne le ministère des Sports français sur cette question femmes et sport, pour aussi savoir un peu comment est-ce que les différents projets qui peuvent naître dans les mois à venir, les mois ou les années à venir, peuvent aussi s'inscrire dans une logique qui est mise en œuvre déjà par le ministère des Sports. Muriel Faure, je vous laisse la
parole pour, pareil, une petite présentation de quelques minutes. Oui, bonjour. En fait, le ministère des Sports s'intéresse au développement de la pratique féminine et à l'accès aux responsabilités des femmes depuis une vingtaine d'années. C'est une politique relativement récente. On va parler de la politique actuelle, des projets actuels, puisqu'on a eu quand même beaucoup d'étapes. Ce serait trop long de revenir sur le rapport dédié, sur les plans de féminisation, et je passe des étapes. Actuellement, l'objectif du ministère des Sports, c'est le développement, l'augmentation du nombre de pratiquantes et l'accès aux responsabilités, qu'elles soient techniques ou électives. Pour ça, on s'appuie sur un cadre législatif, notamment la loi du 4 août 2014 sur l'accès aux responsabilités dans les fédérations sportives. C'est normé, on va pas revenir dessus, je pourrais vous donner des détails. Et sur une instance de réflexion qui a été installée en 2017, qui s'appelle la Conférence permanente du sport féminin. Et pour la première fois, cette instance réunit des acteurs de tous les milieux. On a des journalistes, on a des économistes, on a le monde sportif. C'est la première fois que tout le monde est réuni dans une instance de réflexion. Alors, nos travaux, j'ai parlé surtout des projets qu'on vu le jour. On va sortir prochainement un guide à destination des futures mamans, donc pour les inciter à pratiquer du sport ou à continuer une pratique sportive pendant la grossesse. Donc, ce guide est quasiment finalisé. Il ne nous manque plus que l'édito qui doit être signé par la ministre. C'est une question de jours. Donc, voilà. Nous faisons aussi ce travail avec un groupe d'experts médecins fédéraux, l'INSEP, ce même guide pour les sportives de haut niveau, pour qu'elles puissent envisager, pour faciliter une maternité pendant leur carrière sportive. Donc, il y a énormément de freins. Donc, voilà, ça, c'est des travaux en cours. Nous avons aussi fait une enquête, le premier volet de l'enquête est terminé, sur l'évolution des licences de 2012 à 2017 par famille de fédération et sous-famille de fédération. Je m'explique. Par exemple, on va prendre les sports de nature dans lesquels on va trouver les sports aériens, les sports nautiques et les sports terrestres. Et là, on va voir l'évolution des licences féminines et masculines, les sports de combat, toutes ces familles-là. Alors, on a fait là la première partie qui est l'étude quantitative. On s'aperçoit que les licences féminines ont vraiment augmenté dans des sports de combat, dans des sports dans lesquels on ne s'attendait pas à une telle poussée des licences féminines. Et là, nous sommes sur la deuxième partie du travail qui devrait être achevé en mars 2021. On travaille avec l'Université de Lyon et Cécile Autogali pour comprendre l'évolution en s'appuyant sur des concepts sociologiques, c'est-à-dire expliquer cette évolution, parce qu'un constat, ça ne suffit pas. Donc ça, c'est un travail qui va nous aider à appuyer le développement de la pratique sportive féminine. Et ce travail, on le fait aussi dans une deuxième partie à tous les âges de la vie, ce même travail, pour savoir s'il y a des décrochages, pour les comprendre, pour savoir à quel moment ils se passent, s'ils sont identiques pour les garçons et pour les jeunes filles. Donc là, nous sommes vraiment dans une analyse très pointue de l'évolution des licences et on pense faire évoluer les mentalités par rapport à ça. Les travaux, on travaille évidemment sur la médiatisation du sport féminin avec le CSA et l'événement qu'on présente maintenant depuis plusieurs années,
souvent le premier week-end de février, qui est un week-end de forte exposition du sport féminin. Il faut savoir qu'on est passé de 7% en 2010 à quasiment 20%. Mais là, on est un peu sur ce qu'on appelle le plafond de verre. Il faut qu'on arrive à dépasser ces 20%. Donc ça, c'est un autre objectif. Et là, on travaille d'ores et déjà sur l'édition 2021. Voilà, vous dire aussi, parce que je sais que c'est très très rapide, je vous laisserai revenir vers moi avec des questions que vous en avez. Il faut savoir aussi qu'on a 3 mesures qui s'intègrent dans l'héritage des Jeux 2024. Donc, c'est quand même important. Donc, il y a effectivement accroître la médiatisation du sport féminin. Il y a féminiser l'arbitrage féminin, parce que là, on a un gros groupe de travail qui s'attache à développer l'arbitrage féminin et en plus renforcer l'égal accès des hommes et des femmes, et surtout des femmes aux instances dirigeantes. Voilà, pour avoir été très brève, essayez du moins. Et alors, en tout cas, c'était un panorama absolument formidable des différentes activités et priorités du ministère. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je vais essayer de me contenir pour les réserver tout à l'heure et pour laisser surtout la parole aux invités qui vous poseront aussi des questions sur cet élément-là. On va passer à Aurélie Bezeau. Vous êtes chargée de mission sport au Point national d'information Erasmus+ Sport et vous êtes basée donc Avenue de France. Il nous semblait aussi important d'avoir votre point de vue en tant que Point national d'information pour voir un petit peu, avoir votre retour sur déjà les différents projets qui ont pu être menés, donc qui ont été présentés, mais vous m'avez aussi dit que vous aviez trouvé 2 autres types de projets qui viennent aussi compléter un peu la présentation que l'on peut avoir, qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Merci Carole. Bonjour à tous, effectivement ravie d'intervenir en tant que Point national d'information sur Erasmus+ Sport, aux côtés de Maxime aussi, qui est à mes côtés pour animer ce point national et qui est connecté ici. Notre rôle, c'est effectivement d'informer sur ce volet en France, d'accompagner les porteurs d'un point de vue technique et pédagogique et aussi de valoriser les projets. Pour faire court, en complément, effectivement, là, on a les 3 beaux projets sur sport et femmes d'Erasmus+ Sport, que sont Swing, Girls on Tracks et le Queen Rugby 7, effectivement. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, il y a une certaine porosité entre ce que fait le ministère des Sports en France et finalement les thématiques portées par Erasmus+ Sport. Tout à l'heure, donc, Madame Faure parlait de la question de l'arbitrage féminin. Il y a un projet qui a été porté par Eng Soyuz. Alors, Eng Soyuz, maintenant, c'est suédois, mais à l'époque, c'était français. Donc, je le considère comme français au moment où ça a été financé. Un projet qui s'appelait SCORE, effectivement, et qui visait à augmenter le nombre de femmes arbitres volontaires dans différentes disciplines et aussi enrichir les connaissances sur l'égalité des genres avec la création d'une boîte à outils pour sensibiliser et la création d'un système de mentor coachant des potentiels, un petit peu comme ce que fait Swing et Carole justement. Donc ça, c'est un projet qui date de 2015. Et puis, il y en a un autre un petit peu plus récent qui a été porté par l'Association des agences de la démocratie locale basée à Strasbourg. Et là, c'est intéressant parce que c'est vrai, souvent, on pense aux questions combattre les clichés sur les femmes ou autres. Et là, l'approche choisie par ce projet, c'est l'approche urbaine. Comment contribuer à la conception d'espaces urbains qui vont permettre une pratique sportive féminine. Donc, ils ont fait un échange de bonnes pratiques avec des visites d'études dans différents pays. Et par exemple, une pratique qui a été appréciée côté français et qui existe en Espagne et qui apparemment est assez répandue, c'est le fait que quand les mamans emmènent leurs enfants au sport, en parallèle, qu'elles aient des créneaux horaires qui leur soient réservés pour la pratique sportive. Donc, le petit garçon fait son cours de foot ou autre, et la maman fait du body attack, etc. Donc, c'est quelque chose, peut-être des réflexes qui seraient à un peu élargir. Et donc, ce projet visait un peu à partager voilà, les bonnes pratiques et échanger les idées. Donc, c'est des petites pistes de réflexion qui montrent qu'il y a vraiment une diversité des thématiques qui peuvent être creusées via Erasmus+ Sport, et je pense que les collègues de Bruxelles sauront appuyer ces idées-là.
Eh ben, la transition est toute trouvée pour nous tourner désormais vers Bruxelles et donner la parole à Naïs Rigoulet et Paola Antonelli. Je vous laisse du coup, Naïs, peut-être prendre le lead sur cette Ouais, présentation. Vous aviez aussi des petites slides à nous présenter. Alors, je partage les slides. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. C'est parfait. Super. Donc, déjà, oui, bonjour à toutes et à tous. Et, déjà, je voulais juste dire que je suis très contente d'être là parce que c'est un peu un baptême du feu pour moi, car je vais reprendre le dossier Gender Equality à l'unité sport de la Commission, après l'excellent travail qui a été mené par Paola. Donc, je suis ravie. Donc, pour essayer d'être concise, disons, alors je vais voir si je peux changer les slides. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, je voulais juste rappeler que la politique d'égalité femmes-hommes dans le sport, c'est une politique qui est inscrite de manière plus globale à l'agenda européen depuis de nombreuses années. C'est une valeur fondatrice de l'Union qui est inscrite à la fois dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est également une politique qui est soutenue au plus haut niveau, donc à la fois par la présidente de la Commission, mais également par notre commissaire actuelle, Maria Gabriel, qui a une sensibilité particulière pour le sujet. Et donc, pour le sport, c'est un double intérêt, un double, je dirais, double conséquence, à la fois parce que le sport peut contribuer dans une logique de mainstreaming à la promotion globale de l'égalité des sexes, mais aussi bénéfique pour le secteur sportif lui-même, car voilà, plus de diversité, comme on le sait, contribue à la richesse, au développement des organisations sportives à tous les niveaux. Ensuite, quelle est la politique de la Commission européenne? On peut la distinguer sous 3 axes principaux politiques, donc en coopération avec d'autres instances comme le Conseil de l'Union européenne, au niveau de l'expertise, production d'études, de documents, et financiers, notamment via le programme Erasmus+, mais aussi d'autres initiatives comme la coopération avec le Conseil de l'Europe, nos projets pilotes et actions préparatoires, ou encore le Be Inclusive EU Sport Awards. Et enfin, ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, les pistes pour le futur. Donc, c'est un sujet qui va gagner en visibilité dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec la mise en place d'un groupe d'experts de haut niveau. Donc, l'idée, c'est de nommer une quinzaine d'experts qui vont à la fois faire le constat des actions passées, mais également réfléchir vers des pistes tournées vers l'avenir. Et donc, l'idée, c'est de présenter des recommandations à la commissaire, donc la Commission, aux États membres et aux mouvements sportifs. Et donc, je vous invite à partager cet appel à experts au sein de vos réseaux respectifs, la deadline étant le vendredi prochain, le 23 octobre. On aura également, bien sûr, une continuité des financements avec le prochain programme Erasmus, qui est toujours en cours de négociation. Et je voulais aussi attirer votre attention sur 2 autres initiatives. Donc, premièrement, nos projets pilotes et actions préparatoires. Parce que bien qu'il n'y ait pas un appel spécifique sur ce sujet, on essaie de tenir en compte lors de la sélection voilà, la dimension promotion de l'égalité hommes-femmes dans le sport. Et donc, cette année, on a d'ailleurs sélectionné de très beaux projets. Et également pour dire qu'on essaie de favoriser cette politique en dehors des frontières de l'Union européenne, notamment avec une initiative qui s'appelle 1 million pour les Balkans occidentaux, donc qui est réservée à 4 pays des Balkans. Et donc, un des objectifs principaux est d'encourager la pratique sportive chez les jeunes filles. Donc voilà, donc, on essaie d'étendre cette politique en dehors des frontières de l'Union. Voilà, je vous remercie, j'espère que j'ai été dans les temps. C'était parfait, ce baptême du feu s'est parfaitement passé, je pense que tout le monde en conviendra. Merci en tout cas à vous tous et vous toutes pour cette présentation relativement succincte, mais qui permet en fait de voir toute la diversité des projets qui peuvent porter autour de cette thématique femmes et sport, avec les focus qui ont été faits, mais aussi de nouveaux exemples, comme par exemple donné par Aurélie Bezot. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, on va passer aux différentes questions que vous pouvez avoir, aussi pour arriver à se projeter sur demain, qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas de questions, ça tombe bien, moi j'en ai beaucoup, mais l'idée c'est surtout de vous laisser à vous la parole soit en tant que porteur de projet, et donc ça peut être aussi intéressant d'échanger entre vous, mais également en tant que public qui peut avoir des questions spécifiques à poser à certains ou certaines de nos intervenantes. C'est toujours la première question qui est la plus dure à poser, mais je vous fais confiance.
Bonjour, je peux me permettre, Mireille Noël, je fais partie de la Fédération de pétanque et de jeux provençal. Bon, la pétanque, c'est vrai que c'est pas le rugby, c'est pas le foot. Donc, c'est difficile à notre niveau de faire des initiatives sans doute européennes. Il y a des championnats d'Europe, ça existe, il y a des championnats du monde, donc c'est déjà pas mal. Mais peut-être qu'il y aurait des projets européens. Est-ce que ça pourrait regrouper plusieurs disciplines et pas uniquement le rugby, c'est plus médiatique, c'est surtout il y a plus de joueurs et de joueuses. Est-ce que ça pourrait être un projet d'associer plusieurs disciplines, petites disciplines, parce qu'on appelle ça une petite discipline. Bon, après, il y a aussi la reconnaissance que c'est un sport, et c'est un sport, mais qui n'est pas toujours vu comme ça. Et donc, c'est vrai que pourquoi pas de collaborer avec plusieurs disciplines autres qui peuvent pas identiques, mais où on peut, par exemple, les jeux d'adresse, comme ça. Avoir un échange de bonnes pratiques entre les différents sports. Aurélie Bezeau ou Naïs, vous voulez répondre? Je peux peut-être répondre moi-même si Paola. je peux me permettre. Mais en effet, donc l'effet que ce soit disons, des petits sports plutôt que les foot ou le rugby, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Au contraire, nous, on est toujours très intéressés d'impliquer toutes les disciplines. Et après, ce qui est important, ce sont des financements européens. Donc, c'est évident qu'il faut avoir une dimension européenne. Donc, la question n'est pas petit sport ou grand sport, c'est vraiment de voir s'il y a des réseaux déjà en place ou qui peut-être peuvent se mettre en place pour poser une candidature de projet. Et ça peut être, par exemple, pas forcément lié à un sport, soit un sport dans plusieurs pays, le même sport dans plusieurs pays, soit, par exemple, c'est sur une thématique, comme on a par exemple parlé des scores. Scores, la thématique, c'était les coachings pour les femmes. Et donc, voilà, ça, c'est une question qui concerne tout le monde, dans toutes les disciplines, dans tous les pays et dans tous les sports. Et en plus, nous, on fait, donc bien sûr, il y a des initiatives comme celle-ci qui sont vraiment visées à la France, mais nous, on organise par exemple aussi un Sport Info Day à Bruxelles ou en ligne. Donc maintenant, tout le monde est en ligne, mais nous, déjà, avant, on faisait ça aussi en ligne pour donner la possibilité à tout le monde vraiment dans l'Europe de participer. Et l'idée dans les Sport Info Day, c'est justement de parler aux gens qui ont un intérêt à poser des projets pour se connaître entre eux. Donc, il y a la possibilité de se contacter en réalité ici à Bruxelles, mais aussi en ligne, pour justement trouver sa partie réseau qui pourrait après permettre de déposer des candidatures. Et je peux que les conseiller parce qu'en effet, nous, on est toujours très, très intéressés par les projets parce que finalement, les projets mettent en œuvre nos politiques. Donc, c'est toujours important dans un côté, nous voir qu'est-ce qui s'est fait sur le terrain, mais aussi, au contraire, pour les projets, d'informer les politiques européennes. Parfaite réponse de la part de Paola. Merci beaucoup. C'était très clair. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être spontanée? Oui. Patrick. Oui, merci. Oui, je voulais simplement savoir pour les projets à mettre en œuvre pour l'année 2021, quelles sont les dates butoirs pour déposer les projets. Et puis, c'est intéressant quand même, hein, parce que nous, là, je représente l'association Cassiopeia, qui, disons, incite les femmes atteintes d'un cancer du sein en particulier, à pratiquer une activité physique pendant le traitement, mais après également. Donc ça, c'est un projet qui aurait dû voir le jour en 2020. Malheureusement, notre ami Covid nous a rattrapés et nous a mis un petit peu sur le flanc.
parce qu'on devait partir en vélo et traverser 10 pays avec des femmes atteintes du cancer du sein. Donc, pour promouvoir justement le fait de faire du sport, de s'oxygéner, de sortir, etc. Donc là, on a déjà des contacts avec la Roumanie, puisqu'on devait rejoindre une association identique en Roumanie. Donc, c'est pour savoir quelles sont les dates butoirs pour présenter ce projet. Alors, c'est une très belle question et je n'ai pas de réponse. Non, normalement, on fait le sport Info Day au début de l'année, donc vers la fin de janvier, début février. Et on fait toujours ça à ce moment-là parce que la date pour la candidature, c'est normalement vers avril, disons, plus ou moins. Cette année, c'est plus compliqué parce qu'en effet, on est dans une année charnière, donc entre les deux projets. Et il y a des consultations au niveau beaucoup, beaucoup plus haut pour tout ce qui est le financement de nos projets et l'accord en général sur le budget de l'Union européenne. Donc, je n'ai pas de réponse parce qu'on attend qu'ils se mettent d'accord. Et après, une fois qu'on a cet accord, alors on pourra procéder avec les calls, et à ce moment-là, on va publier toutes les dates. Donc, disons que vous pouvez garder en tête avril, disons, parce que ça, c'est plus ou moins ce qu'on a toujours fait dans le passé. Après, c'est possible qu'il y aura un retard cette année, hein, ça c'est fort probable, mais de toute façon, tout ça est annoncé sur nos sites, par Twitter, les médias sociaux et bien sûr par les antennes en France. Donc là, vous auriez toutes les réponses. Merci encore, Paola, pour ces réponses concrètes. Et effectivement, la question du calendrier est ô combien importante, ne serait-ce que pour le préparer, pour anticiper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, oui, allez-y. Alors, est-ce que vous avez dit allez-y pour moi? Oui. Alors, je suis Mohamed Boudiaf. Alors, moi, j'ai une casquette mobilité internationale via le Corps européen de solidarité. Donc, juste pour vous dire que je suis pas néophyte des programmes européens jeunesse. En revanche, je suis directeur technique d'un club 100% féminin sur Montpellier. Et c'est à vous écouter, là, je me posais la question parce que évidemment, on a un projet assez militant de la pratique féminine au sens large, pas que. Alors moi, je milite pour le handball, mais c'est plutôt la question qu'on se pose sur Montpellier, elle est plutôt plus large sur la place de la femme et le sport de haut niveau, notamment sur Montpellier, où on est face à une concurrence masculine de 13 clubs au plus haut niveau, en première division, et un seul club de sport féminin qui est le basket. Et les politiques ne nous soutiennent pas vraiment, donc on est constamment en train d'essayer d'inventer des choses pour qu'on nous voit. On essaye de lever les bras. C'est pas si simple. Et je me posais la question, est-ce que dans ces programmes Erasmus, on avait évoqué peut-être l'idée de développer la question des dirigeantes et notamment des encadrantes aussi. Pas de faire que ce soit que des femmes qui encadrent des femmes, mais que ce soit justement une question un peu ouverte sur les dirigeants et sur les entraîneurs et sur les arbitres aussi féminins. Est-ce que, je résume ma question, est-ce que la Commission européenne a réfléchi à des formations? Parce que moi, je suis initié, mais sincèrement, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Et si vous voulez initier les gens, par quels moyens on pourrait leur faire accéder à ce type d'informations sans qu'ils parlent anglais parfaitement, notamment sur les sports Info Day ou d'autres rassemblements organisés par la Commission. Merci. Paola. Oui. Alors, d'abord, le sport Info Day est traduit dans 6 langues. Donc, toutes les langues principales de l'Union européenne. Donc, même si nous, c'est vrai, sur Bruxelles, on a tendance à parler en anglais,
Tout ce qui après, il y a une traduction en simultané. Donc, si vous regardez ça depuis votre ordinateur, vous pouvez tous avoir en français. Après, nous, bien sûr, on réfléchit beaucoup sur la question de tout ce qui est de tout ce qui affecte en effet la participation des femmes au sport, pas seulement la pratique du sport, mais aussi l'organisation des clubs, des fédérations, etc. Après, bon, la réflexion, c'est une chose, l'action, c'est une autre, aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un principe fondamental, ce qui est l'indépendance du mouvement sportif. Donc, nous, on a beaucoup de dialogues avec le mouvement sportif, mais on ne peut pas imposer quoi que ce soit, et c'est bien comme ça. Donc, sur la question des formations, en effet, ce n'est pas nous qui faisons les formations. Donc, il y a effectivement des organisations et des fédérations qui font ça très, très bien, surtout, je pense, dans les dernières années. Et il y a eu beaucoup de sensibilisation, grâce aussi, je dois dire, à notre politique, vers justement la féminisation des cadres dans les clubs et dans les fédérations. Et donc, il y a des formations en place. Mais ce n'est pas nous qui les faisons. Et ça peut être parfois, ce sont des très beaux projets européens en soi. Donc, ça peut être aussi je vous conseille en effet de regarder. Nous, je n'ai pas les liens sous les mains, mais on a une plateforme sur notre site où on donne tous les projets qui ont réussi dans les années pour Erasmus+. Donc là, vous trouvez vraiment année par année tous les projets qui ont eu des financements. Et je vous conseille vraiment d'aller voir. Aussi, pour le futur, si vous pensez de postuler, vous pouvez voir si ça a déjà été fait ou trouver des idées des partenaires, trouver des idées des choses qui ont réussi. Donc, ils sont très bien faits. Et donc, je vous conseille effectivement d'aller déjà aller voir parce que c'est vraiment très intéressant de voir justement ce qui est disponible déjà. Merci beaucoup, et je pense que Naïs voilà, rigolait, voilà, vient Naïs. une complémentarité formidable à Bruxelles. Est-ce qu'il y a une question des participants? Je vous avoue que j'en ai une qui me tente, que j'aimerais bien poser, mais priorité au public. Bon, eh bien, puisque j'ai la main, je vais donc me lancer. C'était une question sur aux trois porteurs de projet, donc Carole, Eric et Barbara, et notamment au vu de ce qui a pu être dit à la fois par Muriel, par Aurélie, par Paola et par Naïs. On voit qu'il y a des tendances qui sont en train de se mettre en place. Et en fait, j'avais juste envie de savoir, vous, quel a été le déclic dans vos programmes, dans vos projets respectifs, de se lancer dans cette initiative? Qu'est-ce qui vous a fait dire que non seulement c'était une bonne idée, et surtout c'était vraiment utile et nécessaire? Je sais pas, Eric, Carole, je te vois sourire. Si tu veux passer, si tu veux nous expliquer. Je crois qu'il y a une réponse qui est identique à tous les porteurs de projets, qui est if not now, when, and if not us, who. Dans le sens, si on ne le fait pas maintenant, on le fera quand? Et si ce n'est pas nous, qui le fera? En particulier sur cette thématique-là, où on a tout. Enfin, c'est quelque chose qui est endémique et systémique au sport, la question de la femme, de sa représentation, de tout ce qui peut être fait. Donc, je souriais parce qu'en fait, de notre côté, c'était une évidence. Après, l'autre évidence, c'était de regarder ce qui fonctionne bien, de s'en inspirer. Et quand je dis ce qui fonctionne bien, ça pouvait être à la fois au niveau des États-Unis, tout ce qui est la question de l'empowerment, du mentorat, etc., qu'on n'a pas assez, je trouve, dans la culture européenne. Mais surtout, et également, qu'est-ce qui fonctionne actuellement et pourquoi les hommes arrivent si bien à reproduire ces cercles-là, puisqu'on est sur la question des dirigeants de chez Swing, d'où l'intérêt d'aller chercher le monde du business,
le monde de l'entreprise et de créer des ponts, de voir si on peut arriver à créer non seulement des passerelles, mais alors je suis désolée, j'ai le mot qui me vient en anglais, des shortcuts, pour accélérer le processus et créer des dynamiques nouvelles. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans les cercles de dirigeants, c'est aussi que très souvent, les dirigeants des organisations sportives sont aussi dirigeants d'entreprises et il y a des choses qui se créent. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce monde-là aux femmes qui souhaitent postuler? Je vais m'arrêter là pour laisser la place aux autres. J'aurais envie d'en dire beaucoup plus. Mais voilà, il y a des évidences qui s'imposent et comment on fait pour profiter d'une opportunité et aller au plus vite et au mieux. Parfait. Merci Carole. Et au final, j'aurais tendance à dire que si vous voulez plus d'éléments, n'hésitez pas à aller voir sur le site du projet Swing, qui est ô combien détaillé, ô combien précis. Donc ça permettra aussi de donner de nouvelles idées. Barbara, Eric, justement, à cette un peu la genèse de ce projet. Donc Eric, si vous voulez partir, qu'est-ce qui vous a incité à vous dire que non seulement c'était une bonne idée, qu'en plus ça rentrait dans les clous, et surtout que ça rentrait dans les clous d'un projet Erasmus+, et surtout, quelle pérennité? La bonne idée, comme je le disais tout à l'heure, le fait que depuis Rio, depuis 2016, le 7 est aux Jeux Olympiques, c'est un vrai coup de projecteur. Et donc, il y a des financements via le CIO, par chaque fédération, via le comité olympique pour développer le rugby à 7 féminin. Le succès de la Coupe du Monde en France, qu'il y a eu à 15 l'année suivante, ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'engouement. Et après, très peu à la fois de place dans les clubs. Je suis également le comité directeur d'un club de rugby. On se bat pour garder une équipe féminine. Et à la fois, très peu de tournois, très peu de... Enfin, voilà. Il y a à la fois un engouement d'un côté, de pratiquantes qui demandent, et d'autre côté, des moyens qui ne sont pas là. Donc, c'est de faire le swap entre les deux. Donc, ça a donné tout le sens, notamment grâce au comité olympique, le fait que le 7 soit revenu aux Jeux olympiques. Et il me semblait aussi évident d'accrocher ça avec, effectivement, on a le programme SCORE avec ENSO, qui est aussi partenaire du Queens, avec une cause pour les femmes, et le coaching, la féminisation des femmes qui s'investissent dans le sport, etc. Donc voilà, on ne peut pas faire qu'un tournoi purement sportif, ça n'avait pas de sens. Et l'Europe n'est pas là pour financer des tournois sportifs, les fédérations, c'est à elles de le faire. Donc il fallait faire un pont entre les deux. Et ça me semblait évident sur un sport largement sous-féminisé. Mais qui est en pleine mutation, donc il faut aussi appuyer. Merci Oui, Eric. et puis le set était vraiment très spectaculaire et les femmes y mettent un enthousiasme incroyable et c'est très très télégénique, c'est très visuel, c'est très physique et c'est très agréable à regarder, hommes ou femmes. Et c'est le rugby pour les femmes, le set est très bien fait en tout cas. Disons qu'il bénéficie il fait face à moins de freins qui peuvent rencontrer dans le rugby à 13 ou le rugby à 15. Ne me lancez pas sur le sujet. Barbara, à vous de nous expliquer un peu comment est-ce que ce projet est né dans votre esprit, quel a été le déclic? Alors nous, disons que c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où pour avoir une femme en haut de la pyramide, il faut changer les mœurs, et pour changer les mœurs, il faut avoir une femme en haut de la pyramide. Donc la façon dans laquelle on a décidé de gérer ce challenge-là, c'est d'augmenter la base de la pyramide, d'avoir plus de participantes dans les bas niveaux qui peuvent justement évoluer. Et ça, on ne pouvait pas le faire tout seul, on devait le faire avec nos ASN. Et du coup, l'approche collaborative qui est proposée à travers Erasmus+, était une évidence. Donc, je pense que ça venait de ça. Voilà. Parfaite réponse que vous nous donnez là. On a un tout petit peu dépassé sur le timing initial. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public ?
Bon, eh ben, si pas de questions complémentaires, comme indiqué sur la présentation, vous avez les différents contacts des partenaires qui ont été présentés. Je vous remercie tour à tour, Barbara, Naïs, Aurélie, Muriel, Carole, Eric et Paola, évidemment, pour votre présence, pour votre temps et surtout pour vos explications. Soyons certains, enfin, il faut aussi avoir en tête que c'est une nouvelle phase de réflexion qui démarre, et c'est aussi ça qui est intéressant avec les projets Erasmus+, c'est que peut-être que tous n'iront pas jusqu'au bout, mais au moins ça permet d'échanger, de collaborer et de voir différemment la place des femmes au sein du sport, qu'ils soient sur le terrain ou dans les instances. Merci à tous, merci à toutes, et notamment à Carole Ponchon qui a été on va dire la fervente cheville ouvrière de ce webinaire. On reste à votre disposition dans tous les cas, et on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et un bon week-end.